Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition et la première de l'année 2017 de notre programme Autour du monde. Et on va aujourd'hui parler de la crise migratoire en Libye. Mais tout d'abord, nous allons parler du Congo, en République démocratique du Congo, pouvoir et opposition sur que gérer le pays durant la transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre 2016 et l'élection de son successeur fin 2017. Un commentaire signé Dalia Karam. Joseph Kabila sera toujours le président de la République démocratique du Congo. L'homme au pouvoir depuis 2001 était parvenu à poursuivre son deuxième et dernier mandat autorisé par la Constitution officiellement terminé le 19 décembre. Dans les toutes dernières les représentants de la majorité présidentielle et de l'opposition, réunis à Kinshasa sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo, ont signé un accord global et inclusif sur la gestion de la transition politique. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, créé par Joseph Kabila et le rassemblement de la plateforme d'opposition, dirigé par Étienne Tshisekedi, se sont accordés sur 3 points essentiels. Le président actuel reste au pouvoir jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. Le poste de Premier ministre revient au rassemblement. Les élections présidentielles, législatives et provinciales doivent se tenir en 2017 sous le regard des conseils de suivi dirigés par Étienne Tshisekedi. Certains points demeurent flous, comme le fonctionnement de cette nouvelle institution, le calendrier de la mise en application de l'accord et la date de nomination du Premier ministre. D'autant qu'un précédent accord signé en octobre entre la majorité et une partie de l'opposition avait déjà mené à la nomination des nouveaux gouvernements entrés en fonction le 22 décembre. La question de la libération de certains prisonniers politiques ou de retour de certains exilés, comme l'opposant Moïse Katumbi, est renvoyée à plus tard. De nouveaux pourparlers vont commencer cette semaine en vue d'un arrangement particulier. Et en Libye, la présence des migrants illégaux dans les centres de détention a coûté l'État libyen plus de 20 millions de dinars, ce qui est l'équivalent de 13,5 millions de dollars. C'est ce qu'a déclaré un responsable du ministère de l'Intérieur, qui a demandé aussi ce ministère de l'Intérieur l'aide des pays frontaliers et de l'Union européenne pour gérer cette crise migratoire. Plus de détails dans ce commentaire. La Libye est devenue le point de rassemblement de milliers de candidats cherchant à rallier les côtes européennes. Face à ce phénomène qui a pris ces dernières années une ampleur inégalée, les responsables se sentent impuissants. Ils appellent les pays voisins à faire preuve de fermeté, notamment au niveau de la frontière sud, et demandent l'aide de l'Union européenne. L'État libyen, qui souffre d'un manque de liquidité et retarde en permanence le paiement des fonctionnaires, doit supporter une charge supplémentaire pour financer les centres de rétention destinés aux migrants détenus. Au-delà de la question de la volonté politique, les moyens manquent et les conditions de détention se détériorent. Surpeuplement, manque de nourriture, de couverture, problèmes d'hygiène et de soins. Des conditions sont dénoncées par plusieurs ONG. Selon le ministère de l'Intérieur libyen, plus de 13 000 migrants illégaux sont actuellement détenus dans l'ouest du pays et quelques centaines ont été rapatriés dans leur pays d'origine. La plupart viennent du Niger, selon le ministère de l'Intérieur. Le Mali et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ont évacué ce jeudi 159 Maliens de Libye. L'Organisation internationale pour les migrations a estimé le nombre des migrants en Libye à 77 000 personnes. Parmi eux, 7 000 sont détenus dans des centres qui relèvent de l'organisme de lutte contre la migration illégale au ministère de l'Intérieur libyen. Mais en Libye, d'autres centres de détention existent. Ils sont dirigés par des groupes armés et les milices, y compris le groupe Daesh. Tripoli dit avoir organisé l'expulsion de 157 migrants en étroite collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Originaires du Mali pour la plupart, ils espéraient se rendre en Europe en traversant la Méditerranée. La semaine dernière, la Libye avait déjà expulsé 140 migrants nigériens vers leur pays. Et nous avons actuellement en ligne le général Saïd Fathi, l'analyste politique et expert en sécurité. Bonjour, général Fathi. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Pierre. Bonjour. Des candidats au départ vers l'Europe avec trop souvent des rêves de vie meilleure en Occident qui s'arrêtent dans les eaux de la Méditerranée. Cette année, environ 5000 migrants se sont noyés dans cette mer. Qu'est-ce qui pousse les personnes, on peut dire ces personnes, à traverser la Méditerranée vers l'Europe au péril de leur vie? Permettez-moi tout d'abord de me présenter mes meilleurs vœux pour le nouvel an, pour vous personnellement, pour notre pays. Et je tiens à dire quelque chose, d'abord au début, c'est que bien sûr, comme nous le savions, les migrants est un problème très très compliqué. Je trouve que il y a une certaine relation, on peut exactement dire que nous sommes devant un triangle. Un triangle qui a trois côtés. D'un côté, le chômage. Deuxièmement, la pauvreté. Et troisièmement, l'ignorance, bien sûr. Ce triangle est un triangle très compliqué qui mène toujours à mener ou à poser quelques solutions selon les points des migrants, en essayant bien sûr de s'enfuir de leur pays qui ont beaucoup subi des guerres et qu'ils essaient d'une manière ou d'autre de s'enfuir de leur pays envers les pays européens surtout et la Méditerranée en général, en espérant bien sûr d'essayer une nouvelle vie d'après les rumeurs qu'ils sont en train d'entendre de leurs camarades, de leurs voisins, de leurs familles qui ont déjà eu l'occasion de passer et de se déplacer dans les différents pays. Mais malheureusement, ce qui se passe en réalité, qu'un grand nombre parmi ces gens-là sont plongés dans la mer, ils sont écoulés malheureusement, bien sûr, à cause de la pauvreté, l'une des essentiels principes qui leur mène, bien sûr, à essayer d'aborder la mer pour essayer de trouver dans l'autre port. En essayant de se trouver, ils essayent de leur point de vue qu'ils pourront avoir une vie correcte et convenable en essayant d'avoir un changement à leur vie dans leur propre pays. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les personnages qui ont l'occasion de partir, surtout selon la mer, ils essaient bien sûr à réussir. Un grand nombre parmi eux sont plongés dans la mer, d'autres sont morts bien sûr à cause de l'endroit où ils se trouvent, et surtout pendant cette période-là, nous sommes bien sûr dans une période tout à fait difficile. C'est pas facile bien sûr d'aborder la mer, et un grand nombre parmi eux sont des pauvres. Ils sont noyés. Et je crois que vous avez déjà cité au début de votre question qu'ils sont à peu près entre 5000, mais de mon point de vue, je trouve qu'ils sont un peu plus que ce nombre-là, ou ce chiffre-là. Oui. Général Saïd Fathi, est-ce que vous pensez aussi que la présence du terrorisme dans le continent africain est un des éléments qui pousse les Africains à immigrer? Je ne peux pas vous dire ce que 100%, mais on peut prendre ça comme une parmi des raisons. Mais ce n'est pas une raison essentielle et principale, mais c'est une parmi des raisons. Il y a différentes raisons. J'ai déjà cité les trois premières raisons là, en expliquant que c'était un triangle un peu compliqué, la pauvreté, le chômage, l'ignorance. Et je tiens à dire que aussi, on peut considérer ça comme un cinquième ou un sixième principe parmi plus les trois autres premiers principes que nous avons déjà cités. L'Union européenne et le Mali auraient paraphé un accord en vertu duquel Bamako recevra de l'aide pour la création des emplois. En quoi consiste cet accord entre le Mali et l'Union européenne? Je trouve que c'est une solution un peu qui pourrait faire quelques bonheurs ou quelques prospérités pour ces pauvres gens. Je tiens à dire, permettez-moi, que si on essaiera de chercher quelques solutions correctes pour mettre fin contre ce phénomène-là
c'est un phénomène aussi très dangereux aussi. Même, ça n'a pas le même niveau du terrorisme, mais je peux le considérer comme un deuxième phénomène après le terrorisme. Tous les pays européens, avec la coopération des différentes organisations mondiales, doivent se réunir autour d'une table ronde et doivent présenter des aides, beaucoup d'aides humanitaires pour ces pauvres gens-là qui sont en train de mourir, surtout pendant cette période dans la mer. Ce qui mène à dire que j'espère que les pays européens aillent une nouvelle culture en essayant d'une manière ou d'autre d'essayer bien sûr de donner une main à ces pauvres gens en essayant bien sûr de leur fournir une vie convenable dans leur propre pays. Bien sûr, si on arrive à appliquer ce phénomène-là, je crois que l'immigration devrait baisser d'une manière incroyable. Oui. Bien sûr, une personne raisonnable qui a beaucoup de problèmes dans son pays, quand il trouve que son pays, d'une part, ainsi que les différentes organisations et les différents pays européens essayent d'une manière ou d'autre à lui présenter une main, à lui présenter des aides humanitaires dans lesquelles il a besoin, je crois que, bien sûr, nous pourrions dire qu'à peu près, bien sûr, ça doit réduire le nombre des migrants qui penseront à quitter leur pays et en comparaison en même temps des dangers qu'ils vont trouver dans leur chemin ou dans le pays où ils essayent d'aborder d'une manière ou d'autre. C'est pour cette raison que je tiens à appeler les grands pays, surtout les pays européens, à essayer de trouver des solutions contre ce phénomène-là. Général Saïd Fathi, nous vous remercions infiniment pour ces explications de la situation concernant la crise migratoire. Et nous allons continuer avec Wole Soyinka, un vécu au Nigeria qui était encore sous domination britannique. Très tôt, il est impliqué dans le combat de son pays pour son indépendance. Soyinka a eu le poste de professeur émérite à l'université de Obafemi à Awolowo au Niger, tout en continuant à enseigner en Europe et aux États-Unis. En 1994, il devient ambassadeur auprès de l'UNESCO pour la promotion de la culture et de la communication en Afrique. Plus de détails sur son profil suivre ce reportage signé Shamsenemi. Né en 1934 au Nigeria, Wole Soyinka a vécu dans ce pays qui était encore sous domination britannique. Très tôt, il est impliqué dans le combat de son pays pour l'indépendance. Universitaire formé à Ibadan, puis en Angleterre, il explore dans son talent littéraire théâtral, romanesque et poétique le passé mythique de l'Afrique et les difficultés que ce continent, dépecé par le colonialisme, rencontre dès lors qu'il tente de se forger un avenir. Très surveillé par les autorités, Wole Soyinka est arrêté et incarcéré en 1960 en raison de divers textes très critiques envers le gouvernement, puis de nouveau 4 ans plus tard, sous prétexte d'avoir voulu occuper une station de radio afin d'empêcher la diffusion de résultats truqués lors d'une élection. Il est alors soutenu par la mobilisation d'écrivains tels que Norman Mailer ou William Styron. En 1967, au début de la guerre civile, il est accusé d'avoir aidé les rebelles du Biafra à acheter des armes. Il passe alors 27 mois en isolement dans une cellule minuscule. Il écrit sur tous les bouts de papier qu'il peut se procurer. Ses notes de prison seront ensuite compilées et publiées en 1972. Libéré de prison en 1969, il prend la tête du département d'études théâtrales de l'université d'Ibadan, passe ensuite 5 ans en Europe, travaille pour le Grand Journal de l'Afrique, Transition et enseigne à l'université du Ghana ainsi qu'à Cambridge. En 1975, il rentre au pays et reprend sa carrière universitaire tout en poursuivant ses activités politiques, militantes et en voyageant de par le monde.
Il enseigne notamment à Harvard, Yale, Cornell et Cambridge. Entre 1993 et 1998, il est à nouveau contraint à l'exil suite à son opposition aux exactions de la dictature militaire en place. Il est jugé par contumace pour haute trahison, mais les charges sont annulées en 1998. En 1994, il devient ambassadeur auprès de l'UNESCO pour la promotion de la culture et de la communication en Afrique. En 1997, il est nommé président du Parlement international des écrivains. Considéré comme un écrivain majeur dans le monde anglophone, ses pièces sont régulièrement représentées et à la croisée des cultures yoruba et anglo-saxonnes, africaines et européennes, et souvent une relecture africaine des œuvres occidentales. Roul Soyinka est également l'auteur de 2 livres autobiographiques, des docu-romans, selon les propres mots, dans lesquels il raconte ses années de formation à Abidjan. Et maintenant, nous allons voler ensemble au-dessus du Maroc pour voir les plus beaux paysages de ce pays africain. Allez ensemble. Espérons que la première édition de l'année 2017 de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique vous a plu et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet africain. Merci et joyeuses années à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.